Eh bien, bonsoir. Merci d'être ici avec nous à la Maison de la Poésie pour cette rencontre avec Silvia Vallone dans le cadre d'Italissimo, le festival de littérature et culture italien que maintenant vous connaissez assez bien. Silvia Vallone est une romancière remarquable qui, avec seulement 4 romans, occupe désormais une place assez importante, une place majeure dans la littérature italienne des années 2000. Elle fait vraiment partie c'est une des meilleures écrivaines du renouveau de la littérature italienne. Elle a commencé sa carrière littéraire, disons, avec Dacier, un roman qui a été publié en 2010 en Italie, donc juste il y a 2 ans, et auquel a suivi Marina Bellezza en 2013 et en 2018, La vie parfaite. Et aujourd'hui, ce nouveau roman, publié comme tous les autres par Liana Levy, Une amitié, et comme tous les autres, je crois, je ne suis pas sûr, traduit par Françoise Brun. Est-ce qu'elle a traduit les autres aussi, Françoise Brun? Oui. Voilà. Donc, un très beau roman, Une amitié, qui raconte une amitié, l'histoire entre 2 jeunes filles, raconte l'histoire de leur amitié entre 14 et 19 ans. Mais c'est aussi un roman familial, parce qu'il raconte aussi l'histoire d'une famille, enfin de 2 familles, mais d'une en particulier un peu dysfonctionnelle. Mais c'est aussi un roman qui raconte un changement d'époque sur le plan de la technologie, de l'information, de la communication. Les 3 choses sont entremêlées à travers l'histoire justement d'Elisa et Beatrice. Elles se connaissent à l'école et pendant 4-5 ans, elles ont une amitié très, très riche, très forte, avec des moments un peu fusionnels, d'autres moments de jalousie, de rupture, de désespoir, de déception. Et tout ça est raconté de façon rétrospective par Elisa quand elle a désormais plus de 30 ans. Elle retrouve le journal qu'elle avait écrit pendant l'époque où elle avait cette amitié avec Beatrice. Donc, c'est un journal qui remonte à beaucoup d'années en avant. Et il commence à le relire et à le réécrire. On peut partir d'ici, je pense. Sylvia, merci d'être ici avec nous à Paris. On peut partir vraiment de cette construction sur le plan de l'écriture. C'est l'écriture d'un roman, c'est-à-dire c'est à la fois on a le journal de l'époque avec les couleurs de la journal de l'époque, avec les sentiments, les émotions d'une jeune fille de 14 ans, mais réécrit aujourd'hui par quelqu'un qui a 30 ans, qui entre-temps est devenu, disons, elle a changé sa vie. Alors, on peut partir d'ici. Grazie di cuore Fabio, anzitutto per la super presentazione generosissima che mi hai fatto, davvero grazie. E grazie a tutti voi che siete qui, per me è una gioia enorme essere a Parigi dopo 4 anni in cui è successo di tutto e di più, quindi evviva, godiamoci questo momento ritrovato. Questo era il saluto. D'abord, pour vous dire bonjour, d'abord je remercie Fabio de cette magnifique présentation qu'il a faite de moi. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous aussi d'être ici. C'est une grande joie pour moi d'être ici à Paris, toujours, surtout au bout de 4 ans. Après 4 ans où il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Donc vraiment profitons de ce moment. Per risponderti ti devo dire anzitutto questa cosa, che a me, sia da lettrice che da scrittrice, la letteratura serve proprio a capire il mio tempo, a interrogarmi su cosa sta succedendo nelle contraddizioni, nelle crepe, e quindi mi sono chiesta cos'è che più in questi anni mi ha messo in croce e ha messo in croce anche le persone che conosco. L'avvento dei social. Et pour te répondre, Fabio, il faut que je te dise que moi, en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine, la littérature, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour comprendre le temps, l'époque, pour m'interroger sur ce qui passe,
sur ce qui se passe et que je retrouve surtout dans les contradictions et dans les fissures de l'époque. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui nous a plus donné du mal à moi-même et aux autres au cours de cette époque? Eh bien, c'est les réseaux sociaux. Perché nei romanzi e anche nei diari che noi scrivevamo prima che arrivassero i social, il web, le nostre vite erano invisibili e piene di problemi, di infelicità, di perdite, di vuoti, di vergogne. E quando sono arrivati i social è sembrato che l'umanità fosse improvvisamente cambiata e diventata perfettamente felice. E allora la letteratura e i social mi sono sembrati l'uno il contrario dell'altro, aggiungendo anche il fatto che l'arrivo dei social ha tolto un sacco di tempo alla lettura. Et il faut dire que dans les romans, dans les journaux qu'on écrivait avant l'avènement des réseaux sociaux et de l'Internet, nos vies étaient invisibles. Nos vies étaient pleines de problèmes, de malheurs. Il y avait des pertes, des vides, il y avait de la honte. Et puis, soudainement, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'humanité a complètement changé. Elle est devenue hyper heureuse. Et donc, en quelque sorte, je me suis dit, la littérature et les réseaux sociaux sont l'un le contraire de l'autre. Et surtout, je me suis dit aussi, ça prend vraiment beaucoup de temps à la lecture. Quindi mi piaceva l'idea di cominciare da una persona che vedeva la migliore amica perduta ogni giorno su internet, in queste foto magnifiche, ricca, famosa, vincente, e lei arrabbiata che la guardava, no? E però a un certo punto si dicesse: ma io non sto guardando la verità, non è in quelle immagini che io posso trovare davvero la mia amica perduta, devo cercarla nei diari, nelle parole, dentro l'invisibile, perché il visibile la nasconde. Et donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, le point de départ, c'est cette idée, c'est-à-dire que je vais chercher ma meilleure amie perdue, je vais la chercher dans un personnage. Et sauf que elle la voyait tous les jours sur les réseaux sociaux. Elle la voyait donc très présente, avec de très belles photos. Elle est riche, elle est connue, c'est quelqu'un qui est gagnant. Et elle la regarde en quelque sorte en colère, en se disant: mais non, je ne suis pas en train de regarder mon amie. Ce n'est pas là sa vérité. Sa vérité, je dois aller la chercher dans tout ce qui est invisible. C'est pour cela qu'elle va la chercher dans son journal. Parce que tout ce qui est visible, en fait, la cache. Oui, d'accord. Et on peut prendre deux directions. Soit on revient à l'amitié entre les deux filles, soit on commence à parler, on va continuer de parler de ces deux mondes qui s'opposent un peu, qui sont à la fois parallèles, le monde des nouvelles technologies, et ça, je le disais dès le début, ces romans, à travers l'histoire de ces deux amis, montrent la montée en puissance des nouvelles technologies, les premiers ordinateurs, la naissance des mails. Avant, on ne s'envoyait pas des mails, et puis Facebook, et puis Search, etc. Donc ça, c'est tout l'univers. Et ces deux amies, elles prennent deux directions différentes. L'une adhère à ce monde et trouve dans ce monde, dans ces technologies, dans les technologies numériques, la raison de son accomplissement, disons comme ça, et l'autre, elle reste en retrait, elle reste dans le monde du livre. Mais ainsi, on a l'impression que le monde du livre, c'est le passé. Le monde du livre, c'est le passé. Est-ce que c'est comme ça? No, è proprio per questo che io ho scritto questo romanzo. Perché appunto
il discorso, secondo me, che è anche la conclusione a cui io sono arrivata attraverso Elisa e Beatrice, è che noi non siamo immagini e tantomeno non siamo i nostri successi, non siamo una collezione di momenti vincenti in cui sembriamo felici. Noi siamo storie e noi soprattutto siamo invisibili in tutto ciò che davvero ci forma e ci cambia, le sfide delle nostre vite, le perdite, i grandi dolori, i litigi, che ci formano segreti, pensieri, idee, coraggio. Tutto questo non si vede e tutto questo tu lo puoi raccontare o ascoltare solo attraverso le parole. Quindi per vivere ci serve la letteratura. Eh bien, vraiment, vraiment pas. Hein. C'est vraiment pas comme ça. Parce que c'est justement pour cette raison que j'ai écrit ce roman. Parce qu'en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivée, aussi grâce à Elisa et à Béatrice, que nous ne sommes pas des images. Nous ne sommes pas nos succès. Nous ne sommes pas une collection de moments gagnants, de moments heureux. Nous sommes des histoires. Nous sommes tout ce qui est invisible et qui nous forme et qui nous change. Nos challenges, nos souffrances, nos douleurs, nos disputes, nos secrets, nos punitions, nos idées. Tout ce qui ne se voit pas. Et mais tout cela se voit grâce aux paroles. Et donc, pour vivre, on a besoin de la letteratura. La letteratura, secondo me, funziona esattamente come l'amicizia. Perché tu cosa fai quando apri un libro? Incontri una persona che non ti somiglia, che non la pensa come te, che viene da tutt'altra storia, proprio come la migliore amica che incontri sui banchi di scuola al liceo. È il diverso, è l'altro, che ti prende e ti fa capire tutti i talenti nascosti che hai, tutte le alternative di destino che hai. E quindi in qualche modo ti fa fiorire, ti fa diventare davvero te stesso. E questo meccanismo accade grazie all'empatia, alla solidarietà che ti provoca l'ascolto di tutta la storia di un altro. Sei ferocissimo, eh? Tu es très féroce, très cruel. La littérature, pour moi, c'est comme une amitié. Qu'est-ce qu'on fait finalement quand on ouvre un livre? On rencontre un personnage qui ne nous ressemble pas, qui ne pense pas comme nous, qui n'a pas la même histoire. C'est un peu comme notre meilleure amie des temps de l'école, du lycée. C'est quelqu'un de différent de nous, mais avec laquelle nous découvrons nos talents cachés, avec laquelle nous comprenons quels sont tous les possibles de notre destin. C'est quelqu'un qui nous permet de nous épanouir et de devenir nous-mêmes. Et cela est possible grâce à cette empathie, à cette solidarité. Et c'est justement en écoutant cette histoire différente que cela est possible. Sui social usati, perché io non ce l'ho coi social, anzi io ci sono dentro, li uso e ho imparato a fare pace, diciamo così. Li ho odiati, poi ho trovato la mia amicizia coi social. Però i social usati come la società ci chiede di usarli, cioè da consumatori, anzi da merci che si mettono in vetrina, non da cittadini che vogliono fare rete, che vogliono cambiare la realtà insieme, incontrarsi, dialogare, ma da competitori, no? Per cui ognuno è lì che sgomita per sembrare più felice dell'altro. Ecco, questo è una disgregazione sociale, non è una rete sociale. Pensiamo
come la politica ha usato i social in maniera estremamente cinica, di pancia, semplificando, con parole che sono il contrario delle parole complesse della letteratura. Quindi noi dobbiamo usare i social perché fanno parte della nostra epoca, ma abbiamo bisogno della scuola, della cultura, della letteratura per riuscire a usarli senza esserne usati. Ho finito. Personnellement, je n'en veux pas aux médias sociaux. Je suis quelqu'un qui vit dans son époque, donc j'y suis dedans. Je m'en sers en quelque sorte, je les ai acceptés. J'ai eu un moment où je les détestais et après j'ai trouvé, comment dire, on est devenus copains. J'ai trouvé un modus vivendi. Mais les réseaux sociaux utilisés tels que la société nous demande de les utiliser, de les utiliser comme des consommateurs, comme si il y avait de la marchandise en vitrine, comme si on était de la marchandise en vitrine, et non pas utilisés comme si vraiment nous étions des citoyens en réseau, des citoyens qui veulent changer la réalité, plutôt que d'être tous en compétition et de donner des coudes pour montrer qui est le plus heureux. Tout ça, c'est de la désagrégation sociale. Ce n'est pas de faire du réseau ensemble socialement. Et puis, regardons la manière dont la politique a utilisé les réseaux sociaux de façon cynique, en faisant, comment dire, en allant attraper les gens par leurs entrailles. Tout ça est vraiment le contraire de la complexité, le contraire de la littérature. Et donc, pour utiliser les réseaux sociaux, on a besoin de l'école, on a besoin de la littérature pour utiliser les réseaux sociaux sans se faire utiliser. Vous l'aurez compris, son regard, même si elle dit qu'elle a fait paix avec les réseaux sociaux, son regard dans ses romans vis-à-vis du narcissisme, des algorithmes, de ce monde de superficialité, des vitesses, etc., est assez critique. C'est un regard évidemment assez critique. Et à ces mondes, comme on vient déjà de le dire, il y a le monde, on oppose le monde de la littérature, le monde de l'écriture. Parce que tu dis une chose qui est assez intéressante, tu dis le futur enlève des possibilités. En général, on a un peu l'impression de dire le futur, c'est plein de possibilités, et en fait, le futur, c'est le contraire, on enlève des possibilités, mais c'est l'écriture qui nous laisse une trace du passé, sinon on perdrait des choses. C'est comme ça? Assolutamente sì. La letteratura salva, ha sempre salvato tutti i nessuno caduti dalle maglie della storia con la S maiuscola e banalmente mi ha restituito la vita che io ho perso. Io ho scritto 4 romanzi, tutti sull'adolescenza, e questo è il romanzo in cui io dico addio all'adolescenza e la racconto vista dall'età adulta. E è una frase su cui i lettori si sono molto arrabbiati, quella il futuro è un tempo che toglie, non aggiunge, il futuro è un tradimento. Elisa lo scrive spesso, perché in effetti è anche vero che diventare adulti significa dire addio a quell'epico momento dell'adolescenza in cui tutto era possibile e tu stavi nascendo non più come figlio, ma come il sogno di te stesso, e questo è irripetibile. Poi arrivi all'età adulta e forse quel sogno non l'hai realizzato, forse il te stesso che volevi diventare non è mai nato, forse è nato storto, e quindi per me era importante però fare pace con questa perdita del tempo, e anche che è una perdita, ok, ma anche una liberazione. Oui, tout à fait. La littérature est salvatrice. Elle a toujours sauvé tous ces
personne, dans le sens où je ne suis personne de l'histoire avec H majuscule. Parce que la littérature, par exemple, en ce qui me concerne, elle m'a rendu la vie que j'avais perdue. J'écris 4 romans sur l'adolescence. Et dans ce roman, je dis adieu à l'adolescence. C'est pour cela que j'en parle de l'âge, j'en parle en étant adulte, par le truchement d'un adulte. Et cette phrase que tu as citée, et pour laquelle les lecteurs, mes lecteurs ont beaucoup critiqué, c'est-à-dire que le futur enlève des choses, que le futur est traître. Et c'est une phrase que Elisa répète souvent. Eh bien, mais devenir adulte, finalement, c'est dire adieu à l'adolescence. Et l'adolescence, c'est le moment où tout était encore possible. C'est le moment où un enfant, en fait, veut devenir ce qu'il rêve d'être. Et puis, quand il devient adulte, il se rend compte que peut-être ce rêve ne s'est pas exaucé et que peut-être ce toi-même auquel tu pensais n'est jamais né, ou peut-être il est mal né. Et donc, devenir adulte, c'est aussi accepter la perte de ce temps, mais en même temps, c'est aussi une libération. Alors donc, grandir, c'est renoncer à des choses, c'est perdre des choses. La littérature les conserve, permet de préserver. Et à un moment du roman, tu donnes, comment on peut dire, les 3 règles pour devenir écrivain. Tu dis, pour devenir écrivain, enfin, tu dis, enfin, je sais pas si, on va voir si c'est vrai, il faut lire, observer et être diabolique. Alors, est-ce que tu as lu? Je pense que oui. Tu observes, oui. Est-ce que tu es diabolique aussi? Quando scrivo sì, è bellissimo, perché questo è un passaggio in cui Elisa, che non sono io, ma a cui ho regalato tante cose di me, Elisa impara a scrivere grazie a Beatrice, che poi la legge e la critica. E in effetti il suo percorso è un po' stato il mio, no? All'inizio ti abbandoni e pensi che sei una scrittrice favolosa al primo getto di ispirazione, poi rileggi e butti via tutto vergognandoti. Allora cosa fai? Hai paura. Poi c'è la fase in cui hai paura di scrivere, allora sei in punta di penna, pesi le parole, tutto ti sembra sbagliato e minaccioso, la pagina è praticamente un campo minato. E poi dopo questa guerra, ed è una guerra che per me vale ancora oggi a ogni inizio di ogni romanzo, a un certo punto ti scateni. Dopo tutte queste pagine buttate inizi a mentire bene, a fare incantesimi bene e sei spudorato, perché per scrivere bisogna essere spudorati e abbandonarsi completamente ai personaggi. Parole sante. Parole sante, vedi? Oui, tout à fait. Quand j'écris, je le suis et c'est donc diabolique. Je le suis et c'est vraiment super. Et c'est vraiment, là c'est encore un passage qui appartient à Elisa, et qui n'est pas moi, mais il faut dire que je lui ai vraiment donné beaucoup de choses qui m'appartiennent. Et parce que Elisa, en fait, a appris à écrire grâce à Béatrice, qui la critique après. Mais son parcours ressemble aussi à mon parcours. Parce que quand j'ai commencé à écrire, j'étais complètement libre. On écrivait d'un jet, en suivant l'inspiration. Sauf que après, on relit ce qu'on a lu et on a honte et on jette tout ce qu'on a écrit et on a peur. Et on a peur et on commence à peser chaque mot. Et donc la page blanche devient un champ de mine. Et parce que pour moi, c'est aujourd'hui encore une guerre d'écrire quand je commence un roman. Sauf qu'à un moment donné, il y a un déclic. Et après,
et après des dizaines et de dizaines de pages jetées, finalement, on trouve ce qu'on voulait écrire. Mais pour ce faire, il faut vraiment être dévergondé. Et il faut vraiment s'abandonner à son personnage. Et c'est vraiment donc cette défense de la littérature, cet éloge de la littérature passe à travers comment me dire, un hommage à plusieurs écrivains, en particulier à Elsa Morante, dont tu cites à la fois Mensonge et Sortilège et L'île d'Arthur. Je crois que c'est quand même une écrivaine qui pour toi a été très importante, Elsa Morante. Pourquoi? Perché è stata la prima donna scrittrice che ho letto ed è stato uno shock per me rendermi conto che io fino a quel momento mi ero formata come persona, stiamo parlando delle scuole superiori, solo su testi scritti da uomini. Dall'Iliade a Dante, a Tasso, a Calvino, tutti questi secoli io non ho fatto altro che leggere uomini e donne scritte da uomini che non a caso erano sempre mogli, madri, figlie, amanti, stop, amiche no, lavoratrici no, ambiziose indipendenti no, il massimo è stata Emma Bovary, lei eroina per sempre, però scritta da un uomo che è l'unico che però veramente cioè Flaubert è il numero uno. Comunque, ecco, Elsa Morante ha squarciato questa consapevolezza e mi ha fatto sentire finalmente la pienezza di una letteratura diversa. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné, par rapport à Elsa Morante, que c'était pour la première fois, je lisais une femme écrivain. C'est la première femme écrivain que j'ai jamais lue. Et en fait, ça a été un choc de me rendre compte que jusqu'à ce moment-là, je m'étais formée en tant que personne, je veux dire à l'école, au lycée, sur des textes écrits par des hommes, en commençant par l'Iliade et en passant par Dante ou par le Tasse ou par Italo Calvino, c'est-à-dire pendant des siècles, et je n'ai lu que des textes écrits par des hommes et des femmes écrites par des hommes. Et comme par hasard, ce n'étaient que des épouses, des mères, des filles, des maîtresses, mais évidemment, jamais des amies, jamais des femmes travailleuses et indépendantes, ça vraiment jamais. Et disons vraiment, au mieux, c'était Emma Bovary. Mais bon, Emma Bovary, c'est un cas à part, parce que c'est vraiment, vraiment le summum, même si elle est écrite par un homme. Pour moi, Flaubert, c'est voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Elsa Morante m'a donné vraiment la conscience, m'a fait vraiment sentir la plénitude d'une littérature différente. Oui, et d'ailleurs, bon, tu as cité Emma Bovary, il y a aussi Anna Karenina qui est citée dans le roman. Et il y a aussi Agatha Christophe qui est un tout autre univers. Tu parles du Grand Cahier, enfin, ce qu'on a en France, on appelle la trilogie des jumeaux. En Italie, on appelle la trilogie des cas. Pourquoi pour toi Agatha Christophe, c'est une autrice importante? Beh, anche lei l'ho inserita fra le letture preferite di Elisa, che sono anche le mie, in effetti, e anche in questo caso avverti la potenza di una letteratura disubbidiente. I personaggi femminili di Agatha Christophe e di Elsa Morante hanno qualcosina in comune, anche i gemelli, che sono comunque androgini, e sono tutti personaggi che bucano
gli stereotipi, che complicano le definizioni, che fanno uscire il mistero dalle apparenze. In questo ci trovo proprio una volontà liberatrice, una volontà di rompere le gabbie, che sicuramente tutte noi donne abbiamo conosciuto. È una potenza di emancipazione, non ideologica, ma proprio vitale, perché questa è la letteratura, non è ideologia, è la vita. Pour moi, j'ai effectivement inclus Agatha Christophe dans les lectures préférées de Elisa, qui, il faut que je l'avoue, ce sont les miennes également, parce que je trouve en elle également, et Elsa Morante également, une puissance d'une littérature désobéissante pour ce qui est des rôles des femmes. Et c'est en quelque sorte leur point commun. Et même les jumeaux, mais les jumeaux ils sont androgynes. Ils cassent les stéréotypes, ils complexifient les définitions, ils font ressortir le mystère des apparences. Ils ont une volonté de libération, une volonté de briser les chaînes comme nous, les femmes, nous avons tous voulu faire. C'est une volonté d'émancipation qui n'est pas idéologique, mais c'est un élan de vie, parce que la littérature, c'est la vie. Oui, et d'autant plus dans ces romans, la littérature et la vie. Et je reviens un peu à l'histoire des deux jeunes filles, parce que c'est un roman où il y a énormément de sentiments, d'émotions, de contradictions, de chocs, des drames, des surprises. Enfin, il ne faut pas non plus imaginer, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, du livre contraposé à les nouvelles technologies, mais en fait c'est un roman, c'est une amitié. Et donc avec tous ces hauts et bas. Et c'est aussi, et je le disais au début, c'est aussi un roman familial, parce que c'est l'histoire d'une famille compliquée, la famille d'Élise, non ? Tu peux nous parler un peu de cet univers familial un peu compliqué? La famiglia di Elisa, io l'ho proprio usata per gridare in qualche modo un dramma e una mia volontà. Se vogliamo liberare le donne, dobbiamo liberare le madri, perché tutto comincia lì. Quando tu chiedi alla donna, e solo a lei, di rinunciare a tutto per i suoi figli. E la maternità procede in questa solitudine gigantesca, in cui una donna si ritrova a rinunciare ai suoi sogni, al suo lavoro, alla sua voce, al suo essere donna, perché poi deve diventare una sorta di Madonna col bambino, sempre presente, sorridente, mai stanca, mai frustrata, mai arrabbiata. E questo è assurdo ed è ingiusto. Allora, sicuramente la madre di Elisa fa arrabbiare, fa inorridire, come Emma Bovary del resto, no? Che era una madre disgraziata, perché noi siamo così abituati a pretendere, a esaminare le madri, che ci dimentichiamo che sono donne, cioè sono persone. Ok, qui la risposta è lunga. Et en fait, je me suis servie de la famille d'Elisa pour crier et montrer ce qui est un drame. Et je l'ai fait et c'était intentionnel. Parce que je pense que si nous souhaitons libérer les femmes, il faut d'abord libérer les mères. C'est le point de départ. Pourquoi est-ce qu'on demande uniquement aux femmes de renoncer à tout pour leurs enfants? Et donc la maternité se déroule dans une solitude énorme
Et les femmes renoncent à leurs rêves, à leur travail, elles renoncent à leur voix. Elles renoncent à être femmes. On leur demande d'être comme une vierge à l'enfant. Et il faut qu'elles soient toujours présentes, toujours souriantes, jamais en colère, jamais fatiguées. C'est absurde et c'est injuste. Et donc, la mère d'Elisa, bien sûr qu'elle nous énerve. Et bon, là, on pourrait penser à Emma Bovary, qui était une mère dégénérée. Mais en fait, nous, on prétend beaucoup des mères, mais on oublie qu'elles sont des personnes. E mentre noi chiediamo a una donna appena nasce un bambino sostanzialmente di ritirarsi dal mondo e di chiudersi in casa, all'uomo che diventa padre non chiediamo nulla, assolutamente nulla. Niente. Adesso in Italia siamo arrivati a 10 giorni di congedo parentale obbligatorio. 10. Mio marito ne aveva 2 giorni. Ciao! E poi torna a vivere la vita di prima. Ecco, capiamo che c'è un disequilibrio ingiusto e totale dentro la famiglia che poi si riverbera su tutto il resto, nel mondo del lavoro, nel mondo culturale. E quindi io ho voluto raccontare una madre che non ce la fa a sostenere questo peso perché è un'ingiustizia, e un padre che, quando la figlia ormai ha 14 anni, decide di fare il padre. Quindi si prende l'aspettativa da lavoro, bussa alla stanza di una bambina che sostanzialmente non ha mai conosciuto mentre lei è in crisi adolescenziale nera, fa da mangiare, cerca di avere a che fare con questo alieno che gli è precipitato in casa e capisce cosa significa essere un genitore. È un compito così vasto che non solo non lo può fare una persona soltanto, ma non lo può fare una famiglia soltanto, perché ciascuno di noi è sempre comunque cittadino del mondo, figlio del mondo, e dall'intera società deve essere educato. Et quand, au moment de la naissance d'un enfant, la femme se retire du monde et se renferme chez elle. C'est ça ce qu'on lui demande. Et qu'est-ce qu'on demande à un père? Absolument rien. En Italie, maintenant, enfin, on est arrivé à 10 jours de congé parental obligatoire. Lorsque j'ai eu ma fille, mon mari avait 2 jours de congé parental. Donc il m'a dit coucou, et puis il est reparti dans sa vie d'avant. Et donc il y a ce grand déséquilibre dans la famille, mais qui n'est pas que dans la famille, mais il se retrouve dans le monde du travail, dans le monde de la culture. Et si une mère, et donc moi je voulais raconter une mère qui n'arrive pas à faire tout cela. Et je voulais raconter un père qui, enfin, lorsque sa fille a 14 ans, il décide de devenir père. Donc il prend une année sabbatique. Et donc, il frappe à la porte de sa fille qui est en pleine crise d'adolescence. Et il commence à s'en occuper, il commence à préparer des repas en essayant en quelque sorte de voir comment il pouvait établir un lien avec cette sorte de martien qu'il avait chez lui. Et enfin, il comprend enfin donc ce que ça veut dire d'être parent. Parce que d'être parent, c'est une tâche tellement ardue qu'une seule personne ne peut pas s'en acquitter. Et même la famille, une famille n'arrive pas à le faire, parce qu'en même temps, nous sommes aussi enfants du monde. Et donc, c'est la société tout entière qui doit nous éduquer. Oui, tu disais justement, c'est tout un monde qui nous éduque, mais et les enfants, ils sont le produit d'un monde. Et les mondes que tu as choisis le plus souvent dans tes romans, c'est les mondes de la province italienne. C'est-à-dire, tu as renoncé
aux grandes villes, à Rome, à Milan, Turin, etc. Et tu as choisi toujours des petites villes de province qui, en Italie, ils ont quand même un caractère un peu particulier. Enfin, c'est vrai aussi en France, c'est vrai partout. Mais en Italie, la province, elle a une identité particulière. Io sono certa di poter raccontare solo la provincia. Adesso la mia sfida è cercare di non raccontare più l'adolescenza, ma la provincia assolutamente sì, perché è proprio la mia condizione dell'anima. Io sarò sempre la studentessa fuori sede, arrivata a Bologna dalla provincia. Avrò sempre questo sentimento di venire da un luogo lontano dove non succede niente, perché è altrove che succedono le cose. Avrò sempre questa geografia per cui i desideri sono altrove, la felicità è altrove, e questo è molto bello, perché in qualche modo sarò sempre affamata, perché i provinciali vogliono uscire da lì, odiano la provincia perché ti giudica. Pensiamo a Emma Bovary, cioè ti tarpa le ali, tu te ne vuoi andare, ti senti un eroe quando ce la fai, e quando ce la fai ti manca. È un dramma da cui non si esce. Ce dont je suis sûre est que je ne peux raconter que la province. Maintenant, mon challenge, c'est de ne plus parler, ne plus raconter l'adolescence. Mais pour la province, je ne peux que la raconter car c'est ma condition, c'est la condition de mon âme. Et moi, je me sentirai toujours comme une étudiante qui part loin de sa province pour aller faire ses études à Bologne. Et j'ai l'impression d'arriver d'un lieu très, très éloigné où rien ne se passe et que, en fait, tout se passe ailleurs que là d'où je viens. Et c'est une sorte de géographie qui fait que tous les désirs et tout le bonheur se situent ailleurs. Et en quelque sorte, en venant de cette province, je serai toujours affamée de tout cela. Et on déteste, on haït la province, on veut la quitter parce que la province nous brise nos ailes, elle nous renferme, on veut la quitter, on veut partir, enfin on part, on se sent comme un héros. Mais lorsque finalement on a réussi à la quitter, elle nous manque. Et c'est là le drame dans lequel on reste encastré, pris. Et la province nous manque parce qu'on a besoin des racines? È una madre la provincia. Io ogni volta che torno a Biella, e cerco di tornarci spessissimo, inizio a vedere come Elisa nel libro il Mucrone, che è questa montagna che ha diciamo, un profilo molto riconoscibile, e per me è come la prima lettera dell'alfabeto, è come un capezzolo, è proprio l'inizio. Io finalmente sento che torno a casa. E lì, in qualche modo, ogni volta che nella vita devo fare i conti con me stessa ho qualche problema, io ho bisogno di andare in quel luogo lì, perché è come se io lì mi ritrovassi, per poi ripartire. E poi c'è questo che mi commuove, che niente muore nei luoghi. Io ogni volta che torno nelle mie province ritrovo la mia infanzia, la mia adolescenza, magari in una casa disabitata, ormai in un bar chiuso da decenni. Eppure tutta la vita che io ho perso resta nelle parole e resta nei paesaggi. Grazie. La province, c'est comme une mer. Et lorsque je retourne à Biella et j'essaye d'y retourner aussi souvent que possible, je me sens un peu comme Elisa,
Et lorsque je vois donc le profil de cette montagne qui s'appelle le Mucrone, qui a un profil très reconnaissable, pour moi, c'est comme si c'était la première lettre de l'alphabet. C'est comme si c'était un mamelon pour moi. C'est comme si c'était le début. Je me sens chez moi. Lorsque dans ma vie, j'ai besoin de me retrouver, j'ai un problème, j'ai besoin de retourner dans ce lieu, car là, je retrouve moi-même, bien sûr, pour ensuite repartir. Mais ce qui m'émeut, c'est que rien ne meurt dans ces lieux-là. Je retrouve toujours mon enfance, je retrouve mon adolescence, peut-être dans une maison inhabitée ou dans un bar qui est fermé depuis des années, mais rien ne s'est perdu de sa vie, de la vie. Et c'est tout ce que je retrouve dans les paroles et dans les paysages. Et pour revenir à ce que je disais au début, je disais que ces romans, c'est l'écriture, la réécriture d'un journal d'adolescente, et en même temps, c'est le roman d'un roman, parce qu'on voit un roman qui s'est fait. Et je voudrais que tu nous dises quelque chose justement du côté vraiment linguistique, du côté de la technique d'écriture, comment on rend cette duplicité à la fois un journal et un roman qui est en train de se créer, et donc des deux points de vue qui sont un peu différents, les points de vue d'Elisa quand elle avait 14, 15, 16, 17 ans, et les points de vue aujourd'hui, qu'elle en a 30 et qui regarde son passé. Devo dire che era un'abitudine bellissima questa di tenere i diari segreti col lucchetto. Tutte le ragazzine, i ragazzini no, perché loro non dovevano mettersi in discussione. Esatto. Ma noi che siamo sempre chiamate a metterci in discussione, avevamo questi diari in cui era bellissimo scrivere, perché tu gettavi su quelle pagine proprio ciò che non avessi mai ammesso ad alta voce con nessuno. Quindi era proprio il contrario del diario social da questo punto di vista. Tu non cercavi i like, non cercavi di piacere agli altri, nemmeno a te stesso, cercavi solo di affrontare i problemi, i sentimenti strani, difficili, e in questo senso è un oggetto che non bisognerebbe perdere mai. Io l'ho perso, non lo trovo più. E ho scritto, l'idea di questo romanzo è cominciata anche per questa nostalgia di una scrittura che è completamente libera dalla volontà di piacere, che è proprio gettare l'anima all'invisibile che siamo su una pagina. E quindi Elisa in qualche modo scrive per cercare di riacciuffare quello che la persona che non sarà mai più, e soprattutto l'amica che ha perso. Perché perdere la migliore amica dell'adolescenza è un vuoto che non basta un libro per riempire. E questa è la seconda parte della risposta. C'était une habitude magnifique, hein, celle de tenir un journal intime qu'on fermait avec un cadenas, qu'on fermait avec un cadenas. Et bien évidemment, il n'y avait que les filles qui devaient le garder, parce que, bon, bien sûr, les petits garçons, non, mais c'est parce que les filles, il faut qu'elles se mettent en discussion, pas les garçons. Et c'était magnifique en fait, de coucher sur ces pages tout ce qu'on n'aurait jamais avoué à personne. C'est le contraire des réseaux sociaux. En écrivant un journal intime, on ne cherche pas à être liké. On n'écrit pas pour plaire aux autres, ni à toi-même, mais c'est simplement pour pouvoir faire face à des sentiments étranges, difficiles. Et c'est un objet qu'on ne devrait jamais perdre, même si je l'ai perdu, le mien. Et l'idée de départ, c'était justement la nostalgie de cette écriture libre
qui était un peu perdu derrière cette volonté de plaire. C'était un peu l'idée de jeter, comment dire, de déverser sur une page son âme invisible. Et Elisa, en le relisant, essaye de réattraper cette personne qu'elle ne sera plus. Et elle essaye aussi de retrouver cette amie qu'elle a perdue, parce que la perte d'une amie de l'adolescence laisse un tel vide que même un livre ne pourra jamais combler. È una postilla, tranquillo. No, ci tenevo a dire che questo è stato il primo romanzo in prima persona che io ho scritto e mi affascinava molto quindi riprendere la prima persona dei diari dell'adolescenza, anche in una scrittura in cui Elisa, riscrivendo da adulta la storia di quei diari, si sentisse appunto libera di poter andare contro ogni convenzione. Lei in qualche modo, come tutti noi, no, ci vergogniamo a dire che invidiamo un'altra persona, ci vergogniamo a dire che abbiamo sofferto così tanto, e invece io volevo che lei dicesse tutto ad alta voce dentro la libertà di questa scrittura selvatica in prima persona, e che quindi questa scrittura le servisse a conoscere se stessa anziché a fuggirsi, ma soprattutto a cercare di acciuffare l'enigma della sua migliore amica. Quando lei si è accorta che non solo non la riconosceva più, lei, Beatrice, ormai diventata famosa, trasumanata nella fama, ma che se la era in qualche modo dimenticata, com'era nella stanza della sua adolescenza, com'erano in motorino insieme, com'erano a scuola. Quindi in qualche modo questa riscrittura è proprio una ricerca, uno scavo, non solo dentro il passato, ma proprio per andare avanti nella vita, perché a un certo punto se una storia di te o di una persona che ami non la racconti, in qualche modo non la potrai mai superare. Ce que je tenais en quelque sorte, c'est-à-dire je vais dire quelque chose à laquelle je tiens, c'est-à-dire que c'est mon premier roman que j'écris à la première personne, et pour ce faire j'ai repris donc la première personne des journaux intimes de l'adolescence. Et c'est ça que fait Elisa, elle réécrit cette histoire du journal intime. Mais je lui ai fait faire cela pour qu'elle puisse être libre d'écrire contre les conventions. Parce qu'en général, on a honte de dire qu'on est jalouse de quelqu'un, on a honte de dire qu'on a souffert. Alors que moi, je voulais qu'elle dise vraiment tout, qu'elle puisse le faire avec une écriture sauvage à la première personne, qu'elle puisse, oui, se connaître soi-même, mais aussi creuser l'énigme de sa meilleure amie qu'elle ne reconnaît plus, parce que Béatrice, elle est transfigurée dans là où elle est extrêmement connue. Et elle avait, en quelque sorte, mais elle avait oublié Béatrice, elle avait oublié cette chambre qu'elle partageait, elle avait oublié ce qu'elle faisait en scooter, elle avait oublié l'école ensemble. Et donc, dans cette réécriture, et elle la recherche, elle creuse, mais elle ne fait pas que creuser dans le passé. Tout ça est indispensable pour avancer dans la vie. Parce que si on ne raconte pas une histoire, on n'arrive pas à la surmonter. J'aurais une dernière question, et c'est pas une provocation. Quand on t'écoute, on entend ton enthousiasme, la clarté de tes réponses, la force et la fougue de tes convictions. Et pourtant, on a une image, en général, traditionnellement, peut-être c'est juste une convention,
l'image de l'écrivain qui a des doutes, qui est tout seul devant son ordinateur, qui hésite, qui ne sait pas. Est-ce que c'est aussi ton cas? Ou alors, même quand tu écris, tu es aussi clair, structuré Si seulement. No, io devo dire che i miei libri mi assomigliano alla fine, non li rileggo mai, non ci penso nemmeno, sono come figli, vanno per la loro strada. Però i personaggi è vero che sono turbolenti, litigano, sono appassionati, quindi mi ci riconosco, capisco che questa parte di me personale poi fluisce nelle cose che scrivo. Ma io scrittrice sono terribilmente insicura, sono fragilissima, soprattutto appunto quando inizio una storia io penso sempre non ce la farò mai. Ma come faccio a portare avanti un romanzo che comunque per me è sempre un viaggio in un luogo che mi chiama ma che non conosco? Io parto sempre nella scrittura da un problema, da una domanda, da qualcosa che mi rode. Non sono capace a scrivere felicemente, intrattenendomi da sola. No, io parto veramente per la trincea dicendo devo affrontare questo problema e io la soluzione non la so. E la verità da lettrice, oltre che da scrittrice, è che la soluzione nemmeno la voglio, perché la vita non ha una soluzione. Non c'è un solo bel romanzo che è stato scritto che ti dà poi la ricetta finale per vivere, però ti fa attraversare questo problema. E quindi io parto sempre tremolante, però determinata. C'est vrai que mes livres me ressemblent, sachant que je ne les relis jamais. Les livres, c'est comme les enfants. Après, il faut qu'ils prennent leur envol. Et en revanche, les personnages, dans les personnages, on retrouve ma personnalité. Ils sont très vivants, ils se disputent, ils sont passionnés. Donc, on peut reconnaître ces caractéristiques qui me sont propres. Mais en tant qu'écrivaine, je manque vraiment beaucoup de confiance. Je suis très, très fragile. Surtout au début, je me dis, je n'y arriverai jamais. Pour moi, un roman, c'est un voyage vers un lieu que je ne connais pas. Et mon point de départ, c'est un problème, c'est un questionnement. Il y a quelque chose qui me turlupine. Mais il ne faut pas imaginer que je pars heureuse vers quelque chose. Non, pour moi, je pars à la guerre, j'entre dans une tranchée pour aborder un problème dont je ne connais pas la solution, mais je n'en veux même pas, parce que dans la vie, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas un seul beau roman qui nous donne une recette pour la vie. Le roman nous aide à traverser cela. Donc, en quelque sorte, moi, je suis tremblante, mais déterminée. Autant je te vois déterminée, tremblante, j'ai un peu de mal à t'imaginer, mais je veux bien te croire. Et donc, mais en tout cas, je vous conseille vraiment la lecture de ces romans. Une amitié, Silvia Vallone, un très 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 beau roman. Et voilà, je remercie Silvia. Grazie. Je voudrais aussi remercier Rosanne, parce que sans Rosanne, on peut... Merci beaucoup et bonne soirée. Grazie, Fabio, grazie.